Hola, muy buenos días. Gracias por conectar. Bonjour, merci de vous connecter à cette séance d'information de l'OPS sur la pandémie au COVID-19 dans la région des Amériques ce mercredi 27 octobre 2021. Je suis Sébastien Olliel du département de communication de l'OPS et cette semaine, nous aurons une séance d'une heure, comme toutes les semaines. Nous avons déjà reçu vos questions par courriel et vous pourrez également poser vos questions en cliquant sur le bouton, en cliquant sur Q et A. N'oubliez pas d'indiquer votre nom et vos médias dans vos questions. Nous avons l'interprétation simultanée vers l'anglais, le portugais et le français et vous pouvez choisir la langue que vous souhaitez écouter en cliquant sur le bouton interprétation. Aujourd'hui, le docteur Carissa Etienne, directrice de l'OPS, ne pourra pas être avec nous, mais le docteur Jarbas Barbosa, directeur adjoint de l'OPS, nous parlera de la COVID dans la région et des changements climatiques. Avec le docteur Barbosa, nous avons le docteur Ciro Ugarte, directeur des urgences sanitaires à l'OPS, le docteur Sylvain Aldigueri, directeur des incidents pour le COVID-19. J'invite maintenant le docteur Barbosa pour qu'il passe à son discours d'ouverture et la mise à jour régionale. Merci Sébastien, bonjour et merci de nous rejoindre pour la conférence de presse d'aujourd'hui. Cette dernière semaine, le continent américain a signalé plus de 800 000 nouvelles infections par la COVID et 18 000 décès liés à cette maladie. Ce sont les chiffres les plus bas de cette année. Donc, nous avons des raisons d'être optimistes, mais il nous faut rester vigilants. Autant en Amérique du Nord, centrale qu'en Amérique du Sud, les infections et les décès liés à la COVID sont sur le déclin avec quelques exceptions. Le Belize signale une forte augmentation des morts liés à la COVID et le Paraguay a vu le nombre de cas doubler cette dernière semaine. La plupart des grandes îles des Caraïbes ont des tendances à la baisse, y compris Cuba, qui, pendant des mois, avait dû gérer une large épidémie de COVID. Mais quelques petites îles atteignent maintenant le pic de pandémie, Saint-Kitts et Nevis, Barbados, Anguilla et Saint-Vincent-et-le-Grenadine, qui signalent leur plus fort, le plus haut nombre d'infections de la COVID et de décès liés. C'est la raison pour laquelle il est critique que les pays continuent à mettre en place les mesures barrières comme le port du masque, la distanciation sociale et la limitation des grands rassemblements pour maintenir ces pandémies sous contrôle, surtout vu que de nombreux pays continuent à se battre pour une couverture vaccinale plus importante. Aujourd'hui, près de 44% de la population de l'Amérique latine et des Caraïbes ont complété leur schéma vaccinal. Aujourd'hui, grâce à des dons de vaccins réalisés soit de façon bilatérale, soit par le mécanisme COVAX, 2 fois plus de gens en Amérique latine et aux Caraïbes ont été totalement vaccinés par rapport à août de cette année. Et même si notre région a fait du bon travail pour améliorer la couverture immunitaire depuis quelques mois, plus de la moitié de la population en Amérique latine et aux Caraïbes ne sont toujours pas protégés. Au Guatemala, Saint-Vincent et le Grenadine, en Jamaïque, au Nicaragua et à Haïti, moins de 20% de la population a été complètement vaccinée. Mais la bonne nouvelle, c'est que plus de 3 millions de doses supplémentaires vont arriver dans notre région grâce au mécanisme COVAX cette semaine. Et les livraisons devraient reprendre au cours de ces derniers mois de l'année. Donc, nous pouvons, de manière à ce que nous allons pouvoir continuer à lutter contre un des plus grands défis qui a touché notre région, l'inégalité face au vaccin. Aujourd'hui, les leaders du monde entier se dirigent vers Glasgow pour la conférence de la COP26. Je voudrais vous parler de la menace à long terme la menace contre la santé publique que représentent les changements climatiques. La santé de notre planète et la santé de nos populations sont liées. Dans le monde entier, plus de 12 millions de morts chaque année sont liés à des facteurs de risque environnementaux. Les fortes températures, la pollution de l'air ont conduit à une augmentation des maladies cardiovasculaires et respiratoires. Les feux de forêt et la sécheresse ont
ont conduit à des récoltes catastrophiques et n'ont pas seulement eu un impact sur les moyens de subsistance de nos agriculteurs, mais ont aussi augmenté l'insécurité alimentaire dans notre région. Les manifestations météorologiques extrêmes et les températures à la hausse ont changé nos écosystèmes et ont forcé des gens à fuir leur lieu de résidence, ce qui a forcé certaines populations à envahir des habitats naturels et à forcer les animaux à chercher des conditions plus hospitalières. Cela a conduit à une augmentation des maladies vectorielles comme le Zika et Chagas. Et la dengue, qui est généralement un schéma très saisonnier, commence à être signalée hors de son cycle normal, vu que les températures ont augmenté et que les saisons humides sont prolongées. Et ces épisodes augmentent en échelle et en fréquence. Un enfant qui naît aujourd'hui va connaître 2 fois plus de feux de forêt, 3 fois plus de sécheresse et d'inondations et presque 7 fois plus de vagues de chaleur par rapport à quelqu'un qui est né dans les années 60. Nos systèmes de santé donc, sont menacés par nos systèmes de santé est la première responsabilité pour ne pas causer de préjudice et réduire l'empreinte environnementale. C'est la raison pour laquelle nous avons encouragé que pour la première fois, la santé occupe une place de choix dans le sommet sur le climat de cette année. Juste avant ce sommet, l'OPS a lancé un agenda pour la santé, l'environnement et le changement climatique pour les Amériques, qui propose aux pays un plan d'action pour réduire le fardeau des risques environnementaux sur la santé dans notre région. Je voudrais insister sur 3 plans. Le premier point, c'est l'importance de la collaboration. Les changements climatiques sont un sujet pour la santé, de même que c'est un problème économique et sociopolitique. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de ces secteurs, que ces secteurs collaborent pour monter des plans, pour être prêts pour relever les défis à la santé des urgences climatiques. Pour mieux anticiper et prévenir les menaces futures, la surveillance animale et sanitaire, de même que les systèmes d'information sur le climat et l'environnement, devraient être intégrés. Deuxième point, je voudrais souligner, c'est que les pays doivent investir dans leur système de santé. Comme nous l'avons observé tout au long de la pandémie de la COVID, le succès de nos réponses dépend de la capacité de nos systèmes, capacité d'adaptation de nos systèmes sanitaires et que ceux-ci arrivent à répondre aux besoins de la population. C'est la raison pour laquelle les pays doivent investir dans leur système de santé pour qu'ils aient le personnel de santé, la formation et les ressources disponibles pour affronter les futurs risques climatiques. Mais les systèmes sanitaires, il ne suffit pas qu'ils soient seulement robustes, il faut qu'ils soient également résilients. L'OPS travaille avec les États membres des Caraïbes pour construire des installations plus sûres, plus vertes et résilientes face aux aléas climatiques qui puissent continuer à fonctionner même en cas de catastrophes météorologiques comme les ouragans ou une montée des eaux. Troisième point, la santé doit être une partie de la solution. Le secteur de la santé publique contribue de façon très large aux émissions de gaz à effet de serre, ce qui suggère qu'il peut être responsable de 5 à 10% des émissions de carbone dans le monde entier. Nous pouvons donc améliorer la situation en réduisant ces émissions de carbone dans tout ce qui est l'énergie, le chauffage, la climatisation. Et nous pouvons adapter nos systèmes de santé en construisant des établissements plus verts et en réduisant nos émissions à chaque étape de la chaîne de valeur. Le changement climatique est une menace réelle et à long terme. Il faut trouver des solutions durables. Les événements extrêmes, les catastrophes qui conduisent à des urgences sont seulement un des risques que nous devons affronter. Les scientifiques nous ont depuis longtemps prévenus que les problèmes qui n'ont pas de solution vont transformer notre environnement, nos systèmes de nourriture et nos conditions de vie, qui ont toutes des conséquences dévastatrices.
La pandémie de COVID-19 nous a donné un instantané de la situation et de la façon dont nous ne sommes pas préparés pour des événements disruptifs. Donc, aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'apprendre des enseignements de la pandémie COVID pour prévenir des crises futures. Nous espérons que nos leaders vont profiter de cette opportunité pour agir. Merci beaucoup, Dr Barbosa. Nous passons maintenant à prendre les questions que vous nous avez envoyées et des questions que nous continuons à recevoir. La première question que nous avons nous vient d'Andrea Hamilton de Magnetic Media de Antigua aux Bahamas en anglais. Question de Deandra Hamilton de Magnetic Media des Turcs et Caïcos et des Bahamas. Est-ce qu'on suit les effets de la COVID-19 par la comorbidité? Est-ce que ça donne plus de préjudice aux gens qui ont des diabètes, l'obésité, l'hypertension, la sclérose en plaques, par exemple? Ou est-ce qu'on a une base de données? Combien de comorbidités ont mort de la COVID dans les Caraïbes et en Amérique latine? Merci pour ces questions. Même si la liste des cas fournie par l'OPS qui décrit les comorbidités de ces cas n'est pas encore été terminée pour tous les pays de la région, les données disponibles montrent que les comorbidités sont quand même très clairement un facteur associé aux cas graves de COVID-19. Plus il y a de comorbidités chez un patient, plus le risque est grand de manifestations sévères de la maladie. Nous savons combien de gens sont vulnérables dans notre région. À partir d'études prospectives, nous parlons de 22% de notre population. C'est plus d'1,55 million personnes, donc c'est beaucoup de gens. Pour ce qui est les pays des Caraïbes ou de la communauté CARICOM, où nous avons noté la plus forte prévalence de maladies cardiovasculaires, y compris l'hypertension, le diabète et les maladies chroniques du foie. L'estimation de l'OPS en collaboration avec le London School of Hygiene, c'est que nous en sommes à 29% de la population qui posséderait une condition déjà préexistante, problème préexistant, et donc vulnérable à une forme grave de la COVID-19. C'est la raison pour laquelle, pour ce qui est de l'Amérique latine et pour les Caraïbes, on comprend bien le clair message de l'OPS pour ce qui est de la vaccination pour ces gens qui sont porteurs d'une comorbidité. J'espère avoir répondu à l'inquiétude du journaliste. Merci beaucoup, docteur. La question suivante nous vient de Ana Cruz, journaliste de Confidential au Nicaragua, et de Lidia Lopez de la Prensa Nicaragua, qui veulent savoir qu'est-il arrivé à la livraison de vaccins Pfizer prévue pour le Nicaragua la semaine dernière? Pourquoi a-t-elle été retardée et quand devrait-elle arriver dans le pays? Docteur Ugarte, s'il vous plaît. Merci Sébastien et merci pour de ces questions. Effectivement, il y a eu certaines questions en rapport avec les documents qu'il fallait compléter pour terminer la livraison des vaccins au Nicaragua. Et grâce à la coordination des équipes de l'OPS à Managua et à Washington, on a pu accélérer les processus et on a obtenu des réponses rapides de la part du gouvernement de Nicaragua. Et maintenant, le producteur a toutes les documentations, le fournisseur, et tout est prêt maintenant pour que les 350 000 et quelques doses de vaccins arrivent au pays. Et le 29 octobre, ces vaccins, avec les vaccins qui sont arrivés par COVAX et par des dons généreux et importants de plusieurs pays, aideront la population de plus grands risques. Il est très important au Nicaragua en particulier parce que les niveaux de couverture vaccinale continuent à être très bas.
Merci, docteur. Une autre question que Ana Cruz de Confidential nous a posée. Le ministère de la Santé du Nicaragua a-t-il informé l'OPS de la date à laquelle le rapport sur la circulation des variants du COVID-19 au Nicaragua sera prêt? Docteur Alighieri, merci pour cette question. Bien qu'en ce moment, nous n'avons pas encore des rapports au sujet des variants d'intérêt ou de préoccupation au Nicaragua, nous savons que le laboratoire de santé publique du Nicaragua et le ministère de la Santé réalisent des efforts importants pour fournir les données nécessaires et qui sont importants pour la surveillance, mais également pour la communauté scientifique en général. D'un autre côté, il est important d'avoir un regard ou un axe sous-régional et grâce aux efforts menés par des pays d'Amérique centrale et la collaboration active de l'Institut Corias au Panama, qui est un des laboratoires de référence pour la régionale de surveillance génomique, il a été possible de démontrer la circulation en Amérique centrale des variants alpha, gamma et delta. Nous soulignons l'importance de conserver et de renforcer la surveillance génomique soutenue qui nous permet de détecter à temps le surgissement et la dissémination d'autres variants qui soient de préoccupation ou de préoccupation. L'OPS continue à travailler avec tous les pays d'Amérique centrale pour pouvoir améliorer cette question. Merci beaucoup. Merci. La question suivante nous vient d'Alina Abierte de l'agence AFP, concerne les remarques du docteur Barbosa a dit que Guatemala, Saint-Vincent, Haïti, etc. continuent à avoir moins de 20% de la population complètement vaccinée contre le COVID-19. Et elle demande combien des plus de 3 millions de doses qui arriveront à la région à travers le mécanisme COVAX vont être livrées dans ces pays. Et d'où viennent ces doses? Est-ce qu'il s'agit de dons? Et si c'est ainsi, de quel pays vient-il et quel vaccin serait-il livré? Merci de cette question, sans aucun doute. Un des objectifs les plus importants que nous avons aujourd'hui est que tous les pays de la région puissent atteindre la protection tout au moins des groupes les plus vulnérables qui correspondent à 20% environ de la population. Nous travaillons avec COVAX pour que ces pays soient des pays prioritaires et COVAX a dit que l'attribution des doses pour octobre-novembre prendra en compte les pays qui ont les couvertures les plus basses et les plus faibles, et ceci donnera la priorité à ces pays. En même temps, nous sommes en train de mobiliser les dons. Et pour tous les donateurs, nous proposons des informations détaillées au sujet de combien de doses ont été appliquées dans chaque pays, et également nous informons la capacité d'absorption des doses que chaque pays a pour pouvoir recevoir les vaccins conformément à leur capacité d'utiliser ces vaccins d'une manière immédiate. Beaucoup de ces pays vont recevoir des vaccins. Pour vous donner un exemple, Haïti, il y a déjà une offre de 168 000 doses Janssen, vaccin à une dose qui peut être très utile pour la région qui a été touchée par le tremblement de terre au Haïti. Nous avons 100 000 doses de Moderna qui a été proposée au pays qui arrivera les prochaines semaines. Au Guatemala, 2 millions de doses qui seront proposées au pays pour arriver la semaine prochaine pour que le pays puisse élargir l'accès au vaccin. Et Jamaïque, 370 000 doses qui arriveront les prochaines semaines. Tout ceci est détaillé et a été informé avec des détails au pays et que nous essayons de les envoyer le plus rapidement possible pour que tous puissent protéger les groupes les plus vulnérables et sauver des vies. C'est notre premier objectif pour les vaccins COVID.
Merci beaucoup, docteur. Les questions suivantes liées au Mexique de Branca Balades, du Grupo Balades et de Melina Ochoa. Des questions suivantes. Pouvez-vous confirmer s'il y a un cas avec Delta et Mu au Mexique? Et Mélina demande, est-ce que le variant Delta circule dans la région du Mexique? Et si on a détecté la circulation des variants AY42 qui descend, qui vient du variant Delta, est-ce que l'on a déjà des preuves que cela circule dans la région et au Mexique en particulier? Merci pour ces questions. Il s'agit de plusieurs questions et je vais essayer d'articuler mes questions d'une manière logique. Concernant la détection de Delta et de Mu, bien que ce soit peu fréquent, il n'est pas impossible qu'il y ait une codétection. La codétection d'un variant chez le même patient. Effectivement, au Mexique, il y a eu une codétection de Delta et Mu et on est en train de faire des recherches sur cet événement. On applique des protocoles très précis pour cela. Concernant aux variants de préoccupation Delta, la surveillance génomique a caractérisé plus de 30 sous-lignages distribués dans toute la planète. Et ces sous-lignages ont des mutations supplémentaires. Toutes ces sous-lignées sont classifiées comme Delta, y compris le variant AY4.2. Et en ce moment, il n'y a pas d'évidence solide d'une menace quelconque ou de changement concernant le profil de transmission. Le sous-lignage AY4 est détecté en Europe surtout, mais en Amérique, ça a été détecté en moins de 10% des séquences disponibles dans notre région. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, le sous-lignage AY4 n'a pas été détecté au Mexique et actuellement, le Delta a été détecté 99% des séquences qui viennent du Mexique. Et finalement, la dernière question qui m'a été posée, au Mexique, le nombre de décès chute, mais continue à être élevé. On recommande de renforcer la sécurité médicale et des patients. Les vaccins contre le COVID-19 réduisent les formes sévères de la maladie et par conséquent les décès. Mais comme à d'autres occasions, j'aimerais dire que les jours fériés et les fêtes représentent un danger. Comme nous l'avons vu l'année dernière, cela représente un grand risque pour une réémergence du COVID-19. Et dans ce contexte, il est nécessaire de doubler l'effort de communication de risque pour une meilleure adhésion aux mesures non pharmacologiques. Et bien évidemment, il faut également être vigilant. J'espère avoir répondu à ces diverses questions d'un même groupe. Merci, docteur. La question suivante nous vient de Henry Cardenas de la Prensa au Panama. Il dit que le Panama continue à avancer pour revenir à la nouvelle normalité post-pandémie. Quelles sont les recommandations que l'OPS a pour le Panama pour qu'il y ait éviter une nouvelle reprise de contagion? Docteur Ugarte, s'il vous plaît. Merci Sébastien et merci aux journalistes pour cette question. Au Panama et dans beaucoup d'autres pays, nous avons observé une baisse soutenue du nombre de cas de transmission grâce à la mise en œuvre des
mesures de protection, l'utilisation du masque, l'hygiène des mains, la distanciation physique et bien évidemment et l'augmentation de la population vaccinée. Par conséquent, lorsqu'il y a des dates de fête, comme le docteur Aldigueri l'a dit, les fêtes de fin d'année, la population est enthousiaste et bien évidemment, elle est plus optimiste quant à se déplacer, faire des voyages, etc. Et ainsi, elle relaxe ces mesures. C'est un des signes auxquels nous devrions faire attention, parce que bien qu'il y ait une vaccination très élevée, comme dans beaucoup de pays d'Europe ou d'autres pays qui ont une couverture vaccinale assez élevée, on a vu une remontée des cas. Les mesures qui ont démontré être efficaces doivent être conservées, surtout l'utilisation du masque en public et conserver une distanciation physique, lavage des mains et également, dans le cas du Panama, continuer à accélérer la vaccination. Si vous ne vous êtes pas vacciné, vaccinez-vous parce que c'est ainsi que l'on protège à soi-même, à sa famille et à la population. Le Panama a une couverture d'environ 70% et avec les vaccins disponibles, le Panama pourrait atteindre des niveaux plus élevés de couverture vaccinale et ainsi réduire les risques de transmission. Entre-temps, nous continuons à utiliser les mesures qui nous semblent être efficaces. Et ainsi, nous pourrons améliorer les conditions de vie de la population. Merci. Merci beaucoup, docteur. Nous avons plusieurs questions liées à la vaccination chez les enfants. De Henri Cardenas de la Prensa, de Mariana Souquet de Efecto Cocuyo Venezuela et de Trinion de Bahamas. Henri Cardenas nous dit qu'il y a beaucoup d'attentes en ce qui concerne la vaccination des moins de 12 ans. Qu'est-ce que pense l'OPS puisqu'il s'agit d'une population importante dans nos pays? Mariana Souquet nous dit le Venezuela. Elle demande si l'OPS recommande la vaccination aux moins de 18 ans qui a déjà commencé dans certains pays de la région et comment va le processus d'autorisation des vaccins pour ce groupe. Et une question semblable, Ariel de Trinium nous dit qu'un panel de l'FDA a recommandé le vaccin Pfizer pour les enfants de 5 à 11 ans à basse dose et demande si l'OPS recommande ou soutient cette recommandation. Beaucoup de questions. Je vais essayer d'y répondre. D'abord, le processus d'autorisation de vaccins se passe lorsqu'il demande à l'autorité de santé ou à l'OPS l'autorisation d'utilisation. Il ne s'agit pas d'une question uniquement bureaucratique. Il faut présenter toutes les données qui prouvent que pour cette tranche d'âge, ils ont déjà fait des tests cliniques, des essais cliniques et que les vaccins sont sûrs et efficaces pour ce groupe. Jusqu'à présent, il n'y a que 2 producteurs qui ont demandé à l'OMS l'autorisation pour appliquer ces vaccins. Sinovac et Sinopharm, ils sont sous l'analyse du comité de l'OMS qui approuve ou pas les recommandations. Seulement après avoir complété le processus que nous allons répondre et octroyer une autorisation de la part de l'OMS et de l'OPS à l'application des vaccins chez cette tranche d'âge. Par exemple, aux États-Unis, Pfizer a demandé à l'FDA, qui est l'autorité de réglementation aux États-Unis, pour l'utilisation des enfants. Et ainsi,
Ce qu'il manque, c'est la décision finale du FDA et FDC pour l'utilisation chez des enfants aux États-Unis. Cela est valable aux États-Unis uniquement, c'est-à-dire que dans chaque pays, les producteurs présentent aux autorités réglementaires des pays leurs données, les essais cliniques qu'ils ont réalisés, et chaque pays va revoir toutes ces données et fera les recommandations d'utilisation dans son propre pays. Il s'agit d'une décision souveraine des pays. Nous ne pouvons en aucun cas les soutenir ou les critiquer. Chaque pays revoit les données et prend ses propres décisions. Nous, à l'OPS, nous continuons nous suivons les recommandations et les autorisations de l'OMS pour l'utilisation des vaccins. Mais je voudrais dire que les groupes priorités de la région ne sont pas les enfants. Nous avons encore une longue voie à franchir pour atteindre la protection des plus vulnérables. En moyenne, en Amérique latine et aux Caraïbes, moins de la moitié a reçu la vaccination complète. Nous avons par conséquent beaucoup de personnes âgées qui courent un risque énorme de mourir à cause du Covid. Nous avons des adultes qui ont l'hypertension, le cancer, le diabète et qui courent le risque de développer des formes sévères du Covid-19. Donc, tandis que les autorités de réglementation de tous les pays font l'analyse sérieusement et profondément comme ils doivent le faire, nous allons continuer à vacciner les plus vulnérables pour atteindre une couverture vaccinale des adultes qui soient capables de sauver des vies et de soutenir et d'appuyer et d'encourager le contrôle de la maladie, de l'épidémie. Merci, docteur. Nous avons des questions de Bahamas. Vanny Smith aux Bahamas et semblable de Ariane Baldwin de Bahamas. Question en anglais. Antoine Smith de Bahamas, de ZNS News. Les Bahamas sont une nation avec de nombreuses îles réparties sur des kilomètres et des kilomètres d'eau. L'hôpital est sur l'île capitale de Nassau, avec autant le nombre de cas et de décès qui est en augmentation dans la plus isolée des îles. Comment les autorités gèrent-elles cette augmentation? Est-ce que les autorités essayent de réduire les foyers d'infection dans d'autres îles? Est-ce qu'on peut gérer les foyers d'infection sans confinement? Quelles sont les mesures que l'OPS suggère? Docteur Adighieri, merci. Merci pour ces deux questions de la part des deux journalistes. Et pour soulever les spécificités et les défis pour la réponse à la COVID-19 dans un pays archipel comme les Bahamas, du point de vue géographique, il s'agit d'une situation complexe. Un bon système de surveillance et la détection précoce sont clés pour contrôler le virus. Le dépistage devait être possible pour tous les cas asymptomatiques et pour les cas contacts. Tous les cas devraient être mis en quarantaine et les cas contacts devraient également mis entre quarantaine. Le dépistage des cas devrait être fait si les cas sont identifiables, donc pour que les foyers d'infection puissent être identifiés et circonscrits. La vaccination devrait être encouragée et doit être accessible à toutes les personnes éligibles selon les normes sanitaires nationales. Donc, vous voyez, pour l'instant, l'importance des soins de première ligne, y compris dans les zones isolées, les îles isolées de l'archipel des Bahamas. Mais il y a plus. Le respect des mesures barrières doit être maintenu pour casser la transmission, éviter la transmission, le port du masque, le lavage des mains, distanciation sociale et l'évitement, bien sûr, des zones trop surpeuplées. Ce que nous savons des rapports réguliers des autorités sanitaires des Bahamas, c'est qu'ils sont en train de mettre en place ces mesures déjà et que le ministère a élargi le test grâce à des tests contingents et
malheureusement, et qu'il organise un dépistage de façon très serrée. J'espère avoir répondu aux inquiétudes des deux journalistes sur la situation et les mesures sanitaires prises aux Bahamas. Merci. Merci, docteur. La question suivante nous vient de Michael de Fiction Media, qui est liée au renforcement de vaccins. Est-ce que les autorités sanitaires devraient attendre que d'autres pays atteignent des taux de couverture de 85% avant la troisième dose? Pour le public en général, certains États et provinces aux États-Unis et au Canada annoncent un programme de troisième dose d'ores et déjà, alors que les Caraïbes et les pays d'Amérique du Sud atteignent au plus 50% de couverture vaccinale. Docteur Barbosa, merci Michael pour cette question très importante. Un des principaux problèmes que nous devons affronter, c'est la qualité. Tellement de pays se battent pour vacciner leurs groupes les plus vaccinés, alors que les pays sont déjà en train de discuter la troisième dose. Donc, c'est important de souligner et d'insister sur le fait qu'il ne s'agit pas seulement d'un impératif déontologique et moral que nous devons avoir et nous devons avoir un accès plus équitable à la vaccination. C'est également un impératif de santé publique parce que si, quel que soit le pays, la transmission n'est pas contrôlée, de nouveau, nous allons voir de nouveaux variants préoccupants. C'est la vie normale d'un virus et donc c'est aléatoire. Nous ne pouvons pas prévoir si un variant, par exemple, va échapper à la couverture vaccinale. Donc, c'est très important de protéger tout le monde en élargissant l'éligibilité au vaccin dans tout le monde. L'OPS a fait une recommandation très claire sur la troisième dose, parce qu'il y a des preuves scientifiques qui sont à disposition des gens. S'il s'agit de vaccins qui ont sur la même Sinopharm et Sinopharm, qui sont la même plateforme vaccinale, les gens qui ont 60 ans ou plus et des gens qui sont immunodéprimés, ils devraient recevoir cette troisième dose dans le cadre d'une campagne de vaccination normale. Donc, tous ces vaccins, c'était Sinovac, Sinopharm, Pfizer, Moderna et AstraZeneca, tous ces vaccins, pour ceux qui ont, pour une raison ou pour une autre, une immunodépression qui sont liées à une maladie immunitaire, ces personnes doivent recevoir une troisième dose pour améliorer leur degré de protection. Donc, voici la recommandation de la part de l'OPS. Bien entendu, cette recommandation doit être appliquée de façon intelligente. S'il y a un accès limité à la vaccination, la priorité est de vacciner la partie de la population qui est vulnérable pour atteindre une couverture très importante et réduire la transmission. Voyons si le vaccin peut avoir un effet double, un effet individuel qui protège et sauver les vies des gens qui se font vacciner, mais le vaccin a également un impact collectif parce que si on atteint 75-80% de couverture vaccinale d'une population, ceci, avec les mesures barrières, va réduire la transmission. Donc, et cela protège tout le monde à ce moment-là. Donc, la meilleure manière de protéger tout le monde, c'est d'augmenter la couverture vaccinale dans tous les pays du monde. Merci de votre question. Merci, docteur Barbosa. La question suivante nous vient du chat de Gerson Comercio del Comercio au Pérou. Il nous demande, au Pérou, il dit qu'au Pérou sont utilisés encore des protocoles qui n'ont pas démontré d'efficacité contre le Covid, comme par exemple désinfecter les chaussures avec de l'alcool. Et quelles sont les recommandations que l'OPS dit qui sont efficaces et celles qui ne sont pas efficaces, qui ont été prouvées qu'elles ne sont pas efficaces. Merci beaucoup parce qu'il est important de préciser comment le virus est
propagé et transmis. Nous avons dit que les mesures qui ont montré être efficaces sont l'utilisation du masque, le lavage des mains, la distanciation physique sont les plus efficaces. Bien évidemment, il y a des environnements tels que les environnements hospitaliers où on utilise des aérosols. Les soignants doivent être protégés d'une manière adéquate. Ainsi, la transmission d'une personne à l'autre se produit lorsqu'il y a un contact proche entre les personnes, entre qui ne sont pas protégées d'une manière adéquate et qui ont des symptômes respiratoires et qui ne mettent pas en œuvre l'hygiène, comme par exemple faire attention à leur toux et à leur avec par exemple ceux qui ont des allergies respiratoires. D'un autre côté, il faut essayer de chercher que les personnes puissent se vacciner pour diminuer la transmission d'une manière générale. Désinfecter les surfaces, surtout les surfaces où il y a beaucoup de gens qui puissent les toucher, sont importantes. Néanmoins, la transmission il a été démontré que cette transmission se fait d'une personne à l'autre physiquement et les autres possibilités de transmission sont beaucoup plus rares. C'est-à-dire que toucher une surface et puis mettre les mains dans la bouche ou dans le nez, c'est une voie importante pour la transmission. Mais désinfecter les chaussures, par exemple, n'est pas un moyen pour la prévention du COVID-19. Ainsi, nous pourrions dire que la transmission se fait lorsqu'on parle, lorsqu'on éternue ou dans les environnements où, par exemple, il y a des aérosols comme dans des hôpitaux ou dans des environnements fermés comme les restaurants où il y a beaucoup de public et ces particules restent dans l'air pendant assez longtemps et c'est là qu'il y a des risques. Les chaussures ou d'autres surfaces qui ne sont pas en contact avec les mains présentent un risque très, très bas. Merci beaucoup, docteur. La question suivante nous vient de Blanca Baladez du Milenio au Mexique et d'autres journalistes qui nous demandent, qui veulent savoir si Cancina a déjà remis a soumis sa documentation à l'OMS pour l'approbation sur la liste d'utilisation d'urgence et qu'est-ce qu'il commande aussi et ce qui manque, que manque-t-il ou quelles exigences n'ont pas encore été satisfaites. Merci pour cette question. J'aimerais éclaircir et vous expliquer comment est le processus de réglementation pour autoriser un vaccin ou un médicament. On pense toujours qu'il s'agit d'une question bureaucratique. Il suffit que le producteur soumette des documents et que le lendemain déjà, le régulateur va l'autoriser. Il faut d'abord évaluer si l'usine où sont fabriqués les vaccins sont en accord avec les bonnes pratiques que l'OMS recommande. Deuxièmement, il doit revoir toutes les données, les essais cliniques qui ont été faits avec ce vaccin pour garantir qu'il s'agit de vaccins qui sont sûrs. Donc, c'est un processus qui, normalement, prend beaucoup de mois, tarde beaucoup de mois. Et ceci, on évalue la qualité si le producteur fournit toutes les informations nécessaires parce que lorsqu'il manque une partie des informations, l'autorité de réglementation va demander plus d'informations pour être sûre de la décision qu'elle va prendre. Par conséquent, il y a parfois des processus qui font en sorte qu'ils sont obligés de demander plus d'informations, etc. Pendant la pandémie, les autorités de réglementation de tous les pays et l'Organisation mondiale de la santé ont adopté des manières plus rapides pour autoriser les vaccins.
qui sont l'autorisation d'utilisation d'émergence. C'est une manière plus rapide de le faire, mais il faut également revoir la qualité de la fabrication, la sûreté et la sécurité du vaccin et l'efficacité du vaccin. Ce sont des processus qui prennent du temps, mais il y a des processus plus rapides. Lorsque le producteur remet toutes les informations nécessaires, il y en a des producteurs qui vont tarder plus de temps et là, l'OMS demandera plus d'informations. Ce sont des processus qui suivent pour nous, de plus de vaccins qui soient disponibles avec l'utilisation de risques d'utilisation d'urgence, ce sera mieux pour nous parce que cela voudra dire qu'il y aura plus d'accès aux vaccins et plus de producteurs, indépendamment du fait que les pays puissent proposer ces vaccins au fonds renouvelable et COVAX. Mais le processus doit suivre les mêmes critères qui sont des critères techniques et qui est le même pour tous les producteurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Barbosa. Nous avons une ambulance qui passe ici, excusez-moi. Donc, nous avons une question qu'on nous pose sur la vaccination au Venezuela et les doses qui ont été envoyées au pays. Elle demande Mariana Souquet et qui nous demande les vaccins distribués par COVAX, quand est-ce qu'arriveront de nouvelles doses, si le Venezuela a montré de l'intérêt à pouvoir acquérir d'autres vaccins par le biais du fonds renouvelable. Merci de cette question. Oui, le Venezuela, nous avons eu des problèmes au début, mais nous avons travaillé avec le gouvernement et le ministère de la Santé du Venezuela et nous avons réussi à ce que le Venezuela soit en accord avec toutes les règles du mécanisme COVAX. Le Venezuela a déjà reçu environ 300 000 doses et a plus de 3 millions de doses à recevoir les prochaines semaines. Cela va soutenir les efforts de vaccination qu'a démontré le pays. Et il est important que dans tous les tours de désignation de vaccins, nous demandons aux pays des Amériques quelles sont les préférences qu'ils ont, s'ils sont intéressés à recevoir tel ou tel vaccin. Et sur la base de ces informations, nous travaillons auprès du producteur et du pays pour accélérer les processus de réglementation, etc. Nous espérons que le Venezuela ainsi que les autres pays de la région puissent obtenir chaque fois plus de vaccins pour pouvoir atteindre la couverture vaccinale nécessaire au Venezuela et que cette vaccination puisse permettre de contrôler la maladie. Merci, docteur Barbosa. Une autre question sur les vaccins qui nous arrive. Que sait-on aujourd'hui sur la sûreté, la sécurité des vaccins anti-Covid? Merci de cette question. Malheureusement, les vaccins pour le COVID-19 fréquemment font l'objet de fake news, de fausses informations sans aucune base qui causent des doutes et mettent les personnes en doute. C'est pour cela que nous soutenons les pays pour qu'ils adoptent des processus de communication pour que la population puisse identifier quels sont les vaccins qu'ils ont et qu'ils puissent fournir toutes les informations scientifiques aux médecins, aux infirmiers pour qu'ils puissent répondre d'une manière adéquate aux doutes que les familles, les communautés, les personnes puissent avoir. Mais il y a beaucoup de manque d'informations au sujet des vaccins anti-Covid. Tout d'abord, ce ne sont pas des vaccins expérimentaux. Ils ont été développés rapidement grâce aux investissements de millions et de millions de dollars qui n'avaient jamais été vus auparavant pour pouvoir développer des vaccins et qui ont suivi ces vaccins, tous les processus et les procédures que les vaccins doivent suivre
doivent suivre et les essais cliniques dans plusieurs pays du monde, c'est-à-dire ce sont des vaccins qui ont répondu à toutes les exigences pour pouvoir comprover leur efficacité. Les données que nous avons aujourd'hui nous parlent davantage que toute autre chose. Les vaccins ont sauvé des centaines de milliers de vies dans tous les pays du monde. Concernant la sécurité du vaccin, nous avons aujourd'hui plus de 9 milliards de doses de vaccins, de différents vaccins utilisés dans le monde entier. Sur les Amériques, nous avons plus de 1,2 milliard de doses qui ont été appliquées, et ceci dans des pays qui ont des systèmes de surveillance très puissants pour identifier chacun des événements adverses ou des effets secondaires que tout vaccin ou tout médicament puisse provoquer. Et ceci est informé au ministère de la Santé des pays qui les revoient, un comité d'experts indépendants qui revoit tout ça pour pouvoir avoir cette recommandation. Nous, à l'OPS, nous avons un comité pour la sûreté et la sécurité des vaccins du COVID, contre le COVID, des experts de plusieurs pays et de toute la région qui révisent tous les effets secondaires qui ont été reportés dans les pays. Et les conclusions à laquelle nous sommes arrivés, c'est que tous les effets secondaires, dans la plupart, sont des effets secondaires légers, semblables à ceux provoqués par les autres vaccins, et que les bénéfices des vaccins sont des bénéfices qui sauvent des vies, qui, outre de sauver des vies, préviennent l'hospitalisation et les formes sévères de la maladie. Et ces bénéfices sont bien plus importants que les effets secondaires qui ont été détectés. Aujourd'hui, outre tous les rapports que nous avons obtenus à partir des pays qui ont des systèmes puissants de sûreté, il y a plus de 50 études qui ont été diffusées dans des revues et des journaux scientifiques très sérieux qui prouvent la sécurité et l'efficacité des vaccins. Par conséquent, c'est un des vaccins qui ont été les plus étudiés dans le monde entier, parce que il y a un grand intérêt de la part des scientifiques, de l'académie et du côté des ministères de la Santé. Les vaccins contre le COVID sont sûrs et peuvent sauver des vies. Par conséquent, s'il vous plaît, ne faites pas attention aux fake news et appliquez le vaccin, utilisez les vaccins pour vous protéger vous-même, votre famille et votre communauté. Merci beaucoup, docteur. Nous arrivons à la fin de notre séance d'aujourd'hui. Nous avons une question liée à la prochaine réunion des ministres du G20. La question est en anglais et elle dit ce qui suit. Cette semaine, il y a une réunion des ministres de la Santé et des Finances du G20 à Rome. Qu'est-ce que ces pays peuvent-ils faire pour atteindre une meilleure répartition, une répartition plus équitable des vaccins? Merci pour cette question. Il y a une grande attente sur les résultats de cette réunion de Rome. Nous sommes en octobre, presque en novembre. Et il y a encore beaucoup de pays pauvres en Afrique, en Asie et ici, dans la région des Amériques, qui n'ont même pas vacciné 20% de leurs groupes les plus vulnérables, les groupes de population. Bon, nous attendons que ces leaders du G20 qui vont participer à cette réunion, qu'ils s'engagent fortement pour garantir un accès plus équitable à la vaccination. La solidarité se traduit par un seul concept. Chaque pays doit disposer des vaccins nécessaires pour protéger sa population. Et tous les pays doivent avoir accès aux vaccins pour protéger leurs populations les plus vulnérables et contrôler la transmission. Donc, nous ne pouvons pas dire qu'il est possible ou acceptable d'atteindre la fin de l'année avec des pays qui n'ont pas encore couvert 40% de leur population en termes de vaccination. Donc, nous sommes persuadés que ces pays du G20 pourraient prendre un engagement plus fort en ce qui concerne les dons
et pour essayer de faire accélérer la fabrication des vaccins, parce que les accords bilatéraux ne suffisent pas, parce qu'ils sont plus lucratifs. Et donc, les fabricants ont plus intérêt à livrer pour les accords bilatéraux que pour le mécanisme COVAX. Donc, il nous faut plus de dons pour pouvoir atteindre la fin de l'année avec cet objectif rempli que l'OMS a fixé pour que chaque pays puisse vacciner au moins 40% de sa population et avec un objectif pour l'an prochain de 70 à 90% de couverture vaccinale des populations. L'OMS, l'OPS met en place toutes les mesures et lance toutes les initiatives pour augmenter l'accès des pays latino-américains et des Caraïbes. Nous travaillons par le mécanisme COVAX pour obtenir plus de vaccins, mais la réalité, c'est que les fabricants donnent la priorité aux accords bilatéraux. Nous travaillons avec les pays qui réalisent ces donations et ces dons, et donc nous leur en sommes reconnaissants, mais nous avons besoin de plus de dons pour l'Amérique latine et pour les Caraïbes. Et nous travaillons également avec ces pays pour la réduction des vulnérabilités dans cette région et pour augmenter la capacité de ces pays à produire des vaccins, des médicaments et de l'équipement médical, ainsi que tous les outils nécessaires pour vaincre cette pandémie, ainsi que les futures pandémies. Nous espérons tous que cette nouvelle réunion du G20 enverra un message très clair qu'il faut protéger les pays de notre région qui n'ont même pas réussi à couvrir 20% de leur population en termes de vaccination. Donc, il faut un message clair, et c'est celui que nous voulons de la part des dirigeants de cette réunion du G20. Docteur Barbosa, nous arrivons à la fin de notre session. Merci au docteur Barbosa, Aldigueri et Ciro. Et n'oubliez pas que vous pouvez obtenir plus d'informations au sujet de la situation du COVID dans la région des Amériques sur notre page web PAHO. Merci beaucoup d'être connecté avec nous et nous continuons en liaison. Merci beaucoup.